It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau jour de brocante dans la belle ville de Nantes. Regardez, je vous accueille juste devant un des lieux les plus emblématiques de la ville, cet impressionnant château des Ducs de Bretagne. Enfin, on dit duc, on pourrait aussi dire duchesse, parce qu'il faut savoir que la construction de ce château a été achevée au XVe siècle sous le règne de la duchesse Anne de Bretagne, qui, je vous le rappelle, a été 2 fois reine de France. Et de l'autre côté de la Loire, il y a un lieu auquel les Nantais sont aussi très attachés. Il s'agit de l'ancienne manufacture de la marque Lu. Vous vous souvenez, le fameux petit beurre? Ici, c'est une institution et son histoire est passionnante. Je vais vous la raconter dans un instant. Ensuite, évidemment, nous irons chiner ensemble, mais d'abord, le sommaire. S'il est un personnage dont les Nantais sont fiers, c'est Jules Verne. Et si plusieurs monuments de la ville rendent hommage à l'écrivain qui est né, le designer Yann Falquero est allé plus loin. Il a entièrement décoré une chambre d'hôte en hommage à l'auteur des Voyages extraordinaires. On est à l'endroit même où Jules Verne a dû quitter sa place il y a quelques minutes. On sent presque encore l'odeur du café qu'il aurait pu boire. À quelques kilomètres de Nantes, dans le Maine-et-Loire, le brocanteur Olivier Janet attend l'ouverture d'un de ses lieux de Chine préférés. Et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, c'est jour d'arrivage et il va nous donner les clés pour chiner nous aussi comme des pros. L'idée, c'est quand même d'être très rapide, d'avoir un peu l'œil, beaucoup de chance et puis un peu d'instinct, quoi. Génial ce vélo là, super, génial. Patrick Deguine est commissaire-priseur et accueille une fois par semaine les chineurs pour expertiser gratuitement leurs objets. Les propriétaires de cette Pietà, de ce sucrier ou de cette ménagère d'un orfèvre très connu auront-ils une bonne surprise? Ça s'appelle filet coquille, parce que c'est un modèle qui se vend relativement bien. Ouais. Aujourd'hui, les gens veulent des choses simples. Les salines de Guérande ont inspiré nos collectionneurs de la semaine, Martine et Jean-Michel. Ils abritent chez eux plus de 1000 salières, et pas question de les sortir de leurs écrins, même pour les invités. Un jour, un ami nous en a offert parce qu'il trouvait bizarre de ne pas voir de salière poivrière sur table à la maison. Mais toutes ces pièces de la collection, non, ne viennent jamais sur la table au cours d'un repas, quel qu'il soit. Mais tout de suite, retrouvons Églantine qui nous attend devant l'ancienne manufacture Lu, dont l'histoire est intimement liée à celle de la ville de Nantes. Hey yo, Street, the Country Boys is back. It's 6 o'clock. It's time to have a good day. I got up this morning and I said I'm gonna do something for the United Streets of America. Bonjour Olivier. Bonjour Églantine. Ça va bien? Ça fait plaisir de vous voir à Nantes par un si beau temps. Et merci surtout parce que je vois que vous nous avez amené toute votre collection. Oh là là, j'ai fouillé dans mes trésors. Alors, je vous présente Olivier, conservateur de la collection familiale Lu. Collection familiale Lefebvre Utile, hein, parce que Lu, c'est les initiales de Mademoiselle Utile qui épouse Monsieur Lefebvre, donc Lefebvre Utile. C'est ça, on ne sait pas toujours, mais Lu, c'est donc Lefebvre Utile. Tout à fait. Et surtout, Olivier est un Nantais pure souche. Alors là, on est devant la manufacture, ce qui était l'ancienne manufacture Lu. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour un pure souche comme vous de Nantes? L'odeur. L'odeur? L'odeur. Moi, gamin, je traversais cette grande avenue avec mes parents. Et si vous voulez, c'était l'odeur. C'était l'odeur. C'était une usine dans la ville, un château industriel au début du siècle, hein, parce que Louis Lefebvre Utile a demandé à Auguste Bussen la construction de 2 tours. Aujourd'hui, il y en a une qui a disparu. À l'instar des grands magasins parisiens, comme le Bon Marché, les Galeries Lafayette, la Samaritaine, il veut ces 2 beffrois, vraiment symbole de la réussite. Un vrai communicant, un vrai communicant. Et alors, aujourd'hui, cette manufacture, donc, Lu n'y est plus du tout. Non, c'est le lieu unique. Les équipes Lu ont quitté la manufacture en 1986, mais le lieu, lui, a continué à vivre. Depuis l'an 2000, il a été rebaptisé le lieu unique et accueille des événements culturels, des concerts, des expositions et surtout, c'est resté un lieu très convivial pour les Nantais avec un restaurant et un bar. Pourquoi est-ce que la marque Lu est devenue, à votre avis, aussi emblématique de la ville de Nantes? Parce qu'il a une grande idée, finalement.
évidemment, il se sert beaucoup de sa ville pour communiquer. Et puis aussi, il a compris que pour faire des produits d'une grande qualité, il faut des matières premières au top. Et les matières premières, elles sont au pied de son entreprise. Elles arrivent par la Loire. Donc il fait travailler, elles arrivent par la Loire, mais le beurre de Bretagne vient de la région nantaise, sucre de canne aussi, pour la fabrication des les matières premières locales de la région. Voilà, c'est très local. Alors, il avait aussi, donc Louis, ce génie du packaging. Oui, et on a ici par exemple la première boîte en métal imprimée. Et c'est bien la manufacture qu'on voit dessus. Voilà. Alors, on communique sur son entreprise et sur son usine. Mais étant donné que Louis Lefebvre-Utile est un grand perfectionniste, il fait faire cette boîte qui s'appelle les Vues de Nantes. Et donc, voilà la première version de cette boîte. On en connaîtra 7 versions. La première usine. Ah, il n'y a pas les 2 bâtiments, voilà. Effectivement. Il n'y a pas encore le siège social, il n'y a pas encore les tours. Il y aura 7 versions de cette boîte. Parce qu'il y a eu 7 évolutions du bâtiment original. Mais aussi l'évolution de la ville, parce que quand vous regardez là, vous n'avez pas encore le pont transborder. Nantes commande à Gustave Eiffel un pont transborder. Regardez. Et il fait corriger cette évolution. Donc on connaît, c'est formidable. On connaît cette évolution de cette boîte. Pour voir l'évolution d'une ville, il y a les cartes postales, mais aussi à Nantes, les boîtes lues. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit train. Un petit tramway de Nantes. Vous savez que Nantes est la première ville à avoir reçu, son tramway à air comprimé. Et Louis Lefebvre-Utile se dit, comment je vais continuer à communiquer et à véhiculer mon image de marque? Il va falloir qu'on trouve un moyen de ne pas acheter mes emballages. C'est une boîte. C'est un jouet et c'est une boîte. Il en avait produit beaucoup alors? C'est des boîtes qui restent très rares par leur état. Vous savez, on a beaucoup jeté au bout d'un moment. J'en ai jamais vu. Alors ça, c'est un modèle qui est unique. C'est son modèle de travail à Louis Lefebvre-Utile. Elles sont magnifiques, ces autre boîte très amusante, parce que les enfants véhiculaient l'image de marque en jouant avec, c'est ce qu'on appelle les boîtes trompe-l'œil ou les boîtes décoratives. Ah, c'est une boîte, ça? Ça, c'est une boîte. La petite bretonne. Voilà. Vous ouvrez la boîte, vous trouvez votre assortiment de biscuits, et du coup, c'est très drôle. Vous vous servez de cette assiette comme plateau de présentation. Et puis alors après, justement, je vais vous laisser ça, cette boîte vous attirait tout à l'heure. J'ai vu ça et là je me suis dit, ça ne ressemble à rien de ce que je connais de l'univers de Lu. C'est très rare, c'est une grande gaffe. Donc... Ah, c'est une gaffe, c'est un ratage? Ah, c'est un ratage total. C'est complètement ratatouille, finalement. Ah non, c'est ratatouille. Le seul problème, c'est sortir une boîte en 1898, une boîte pour vendre des biscuits qui sont périssables, là où on a quand même des contraintes d'hygiène assez importantes. Avec des rats dessinés dessus. Avec des rats ou des souris, si vous voulez, c'est quand même une phobie pour les gens. J'imagine donc que finalement, ce modèle qui a été un ratage total vaudrait aujourd'hui très cher. Si je retrouve un modèle comme ça, c'est une exception. C'est une très grande rareté. Vous avez une idée du prix auquel je pourrais acheter un objet comme ça en brocante? Suivant l'état, on va entre 1 500 € et 6 000 €. Ah oui, jusqu'à 6 000 €? Oui. Ça a été un record qui a été fait en 2003 lors d'une vente aux enchères, mais oui. Quand même. Et alors, justement, ça a été une gaffe totale, mais consécration suprême. Louis Lefebvre-Utile, en tant que grand industriel français, aimait s'attacher des services des grandes manufactures françaises. Et alors, il a l'idée aussi de faire ce son bonbonnière en cristal gravé. Baccarat. Baccarat, avec une armature en métal argenté de chez Christophe. On retrouve l'ange de la renommée. C'est d'une qualité quand même absolument excellente. Bienvenue au cœur de la capitale des Flandres, à Lille. À quelques rues du beffroi emblématique de l'Hôtel de Ville, la salle des ventes du commissaire-priseur Patrick Deguine organise, comme chaque semaine, une journée d'expertise gratuite. Merci je vous en prie, bonne journée à vous. La journée commence sur les chapeaux de roue avec ce couple venu les bras chargés d'une vingtaine de toiles. Rien d'étonnant pour le commissaire-priseur, car les tableaux sont les objets les plus expertisés en salle des ventes. Vous en avez plein? Je te laisse sortir, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le grenier. Donc on ah bah ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être y retourner malgré. Bah, j'ai l'impression. Malgré leur grand nombre, Patrick Deguine va aller très vite. Ça se vend ça, très peu. Très peu, et j'ai peur que vous me disputiez si je vous les vends 3 € pièce. Ça, c'est une eau forte en couleur, une vue de Venise. Signé en bas à droite, mais pareil, ça vaut peut-être 10-20 €. Ça vaut rien. Non, vous faites l'expertise à ma place, c'est pratique. Non, il faut avoir une idée, puis c'est tout. Sinon, ça va repartir à la brocante sur un marché aux puces. Hein. Ouais, tout ça, c'est plutôt des tableaux pour la brocante plutôt que de la salle des ventes, parce qu'on voit très mal vous les négocier. Il n'en faut pas plus pour ce monsieur qui remballe toutes ses toiles en un clin d'œil. Il va repartir dans le grenier.
Mais madame prend tout de même le temps de déballer un dernier objet. Asseyez-vous 2 minutes. Qui va enfin trouver grâce aux yeux de Patrick de Guine. Il s'agit là d'un sucrier tout en argent. Premier réflexe du commissaire-priseur, partir à la recherche du poinçon. Alors, la tête de Minerve est là. Donc, c'est une tête de femme casquée de profil, associée à un poinçon losangique, qui figure en fait le poinçon du maître orfèvre. C'est souvent des initiales associées à un petit signe, un petit symbole qu'on appelle le différent. Là, on est aidé parce qu'il a mis son nom en grand, Bointaburet, à Paris. Par contre, comme ce sucrier a été fort frotté, le poinçon est très usé. Enfin, bon, c'est comme ça, c'est pas vous qui l'avez usé. Je pense que ça a été usé avant vous. De par la stylistique de l'objet, c'est du 18e revisité. Ce sont des choses qu'on faisait typiquement dans les années 20-30. Après, il devait faire partie d'un service. Oui, il y avait le service complet, oui. Hein, il devait y avoir au moins la cafetière, peut-être une théière, oui. Le sucrier donc, qui est là, et ce qu'on appelle le pot à crème. Oui. Alors, comme il y a une incidence du poids sur la valeur de l'objet, ça aurait été, la cafetière, elle vaut plutôt 150 à 200 €. Là, c'est plus léger, ça vaut plutôt 60-80. Alors, chère madame, est-ce que vous me laissez ce sucrier à vendre? Oui, bah, je vais le laisser. D'accord. Bon, on va essayer de lui redonner une nouvelle vie. D'accord. D'accord. Merci, madame. C'est au tour de ce particulier, venu lui aussi avec divers objets. Voilà, donc voir une expertise pour un tableau et éventuellement aussi pour du métal argenté, pour une série de couverts. Voilà, je voulais vous montrer ça. On va prendre ça. L'expertise commence par ce tableau non signé, issu d'un héritage. Je sais pas le nom, je crois que c'est le petit garçon au tambour, il me semble. Tableau fin 17 ou début 18e. Le sujet est intéressant parce que c'est un petit garçon avec un chien, on voit le perroquet derrière, la balustrade, son chapeau qui est par terre. Il a dû faire tomber, en jouant avec le petit chien, il a dû faire tomber son petit chapeau. Mais c'est un bon sujet. C'est un bon sujet, ah bon. Un bon sujet. Plutôt on voit même les petits personnages au fond dans la tour. Pour connaître son origine, Patrick de Guine va procéder par déduction. La toile est plutôt épaisse. Donc, toile épaisse, et ce qui voudrait dire plutôt un auteur italien. Italien, hein, d'accord. Italien. Par contre, son châssis est 19e, donc châssis un peu tardif, mais toile d'origine, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. On peut avoir une signature dans le cadre ou derrière la peinture, je crois. Pas forcément. Je vais essayer de regarder avec une bonne lampe. J'ai peur qu'il ne soit pas signé, mais le talent, il est plus dans la peinture que dans la signature. Il vaut mieux avoir un tableau non signé, mais de qualité, donc un tableau signé de qualité médiocre. Notre commissaire-priseur inspecte la toile à la recherche d'une signature en vain. Et le tableau n'est pas trop usé. Si vous voulez un tableau ancien, fin 17 ou début 18e comme le vôtre, souvent il a fait l'objet de nettoyage successifs qui usent la matière. D'accord. Le vôtre n'est pas usé. Il doit avoir quelques repeints au niveau du cou. Patrick de Guine ne repère que très peu de restauration, ce qui est un vrai plus pour une toile de cette époque. C'est un tableau qui peut être estimé entre 800 et 1200. Oui. Bah écoutez, moi je suis d'accord pour le mettre en vente prochainement. Ce particulier a aussi apporté un échantillon de sa ménagère de famille pour expertise. Oui, c'est un modèle chic. Vous en avez combien? Alors, x12. x12 les couteaux. Voilà, alors c'est donc les petits, les grands. Ouais. Mais aussi couverts à poisson, fourchettes et cuillères à soupe. Donc en fait, tout par 12. Il manquerait juste la cuillère à café. D'accord. Voilà. Ce qui est dommage pour pas. Ce sera une série en fait, mais. C'est Christophe, donc il y a très peu de métal argenté qui se vendent correctement, sauf Christophe. Comme pour l'argent, le métal argenté est poinçonné. On a des petits poinçons carrés ou rectangulaires, ce qui indique que c'est du métal argenté. Et si c'était de l'argent, ça serait beaucoup plus souple. Là, je peux pas tordre à peine, enfin, il faudrait que je force un peu. Alors que si c'était en argent, je pourrais complètement tordre la cuillère relativement facilement. Par chance, cette série est un indémodable de la maison d'orfèvrerie.
Ça s'appelle filet coquille, parce que vous avez un filet et une exact. Coquille. Voilà, la coquille. C'est un modèle Louis XV, en fait. Ça reste un modèle qui se vend relativement bien. Alors qu'il y a des modèles qui sont un peu trop chargés et aujourd'hui les gens n'en veulent plus, ils veulent des choses relativement simples. Les dents, ça va, sont pas trop usées parce que quand on achète une ménagère, il faut toujours regarder l'état des dents. Et les lames, là c'est de l'inox, donc c'est bien, mais sur les ménagères anciennes, on avait des lames en acier qui sont souvent tachées et ça donne une impression de pas très propre. C'est en inox, donc c'est très bien. Et ça a l'air de bien couper. Je vais essayer de ne pas me couper d'ailleurs. L'important, c'est que ça ne soit pas usé. Ce n'est pas le cas. Donc, ça peut estimer donc, entre 300 et 500 €. Et ça se vend relativement bien. Il y a toujours des amateurs pour ce genre de choses. Au minimum 300 € donc pour cette ménagère de 72 pièces que ce Lillois rapportera pour la mettre en vente. Place maintenant à cet enseignant, un habitué de la salle des ventes. Je suis venu pour que Maître de Guine, le commissaire-priseur, me dise de quelle époque est cette Pietà et également son origine, pour que je puisse replacer cet objet de dévotion dans son histoire. Bonjour, monsieur. Allez-y. D'accord. Déposition du Christ, sculpture 16e, malheureusement relaquée au 18e ou au 19e. La stylistique de la composition, le traitement de la sculpture, des drapés, la position du Christ par rapport à la Vierge dans une composition pyramidale. Tout cela atteste plutôt d'une composition soit Flandre, ça peut être fait ici, hein, même à Lille, en Belgique plus souvent, ou en Allemagne. Il devait y avoir une jolie patine, puisqu'on le voit en dessous, vous voyez, en dessous du gris. On aperçoit une couleur assez chaude, donc je pense que ça vaudrait le coup de la décaper pour retrouver la patine d'origine qui doit être vraiment pas très loin. Une laque qui ne valorise pas l'objet et rend sa lecture plus difficile. Alors ce qui est dommage, c'est que le visage du Christ a malheureusement disparu. Bon, il y a un bras aussi en moins, hein, l'objet perd au moins, on va dire, la moitié de sa valeur, parce que les manques sont très importants. Je dirais qu'en l'état, c'est un objet qui vaut entre 400 et 600 €, parce que très lacunaire. Si c'était en parfait état, ça vaudrait au moins 1500 à 2000 €. Mais je vous invite à aller dans une bonne droguerie pour trouver quelque chose pour retirer la laque. C'est vraiment un objet qui gagnerait, ne serait-ce que par plaisir esthétique, de retrouver cette patine chaude qui doit le caractériser. Ah bah écoutez, je vous remercie beaucoup de cette expertise d'un objet qui m'est cher. J'étais très content de savoir que cette Pietà pouvait être des Flandres, voire de Lille. Et moi qui suis lillois depuis la naissance et très attaché à ma ville, c'est un point de satisfaction complémentaire. Bon, je viens juste d'arriver au salon Antiquité et Brocante de Nantes et avant de vous emmener chiner, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer tout de suite mon objet mystère. Regardez, le voici, il s'agit d'un plat en faïence, a priori banal, mais regardez bien, cette forme-là. Cette forme n'est pas anodine, elle a une fonction bien précise. Alors ma question, à quoi pouvait servir ce plat? Comment s'appelle-t-il? Il est possible que les Nantais ici le connaissent bien. C'est un plat qui vient de la région. Mais est-ce que vous savez? Je vais poser la question par ici et je vous donnerai la réponse tout à l'heure. C'est mon objet mystère. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de plat? Je peux? Oui, bien sûr. J'ai déjà vu des plats comme ça, mais pas avec la petite encochure comme ça, là. Et ça ne vous dit rien? Non, aucune idée. Vous êtes de la région? Ouais. Ah, vous savez que dans la région, ça servait beaucoup il y a un moment. Je suis de la région. Ça à boire dedans? Non, bah non, pas à boire dedans, non. Pour une saignée? Non plus. Non. Ça, c'était pour la toilette, peut-être, non? Ah, vous n'êtes pas loin du tout.
C'était pas un bidet? Non, c'est pas ça, c'est un peu petit. Non, mais pour se laver les mains, pour je sais pas, aucune idée. Ça serait bien pour les cheveux, non? Pour les cheveux, donc Oui. on mettait comme ça? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah, c'est bien tenté. On a... Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous donne la réponse tout à l'heure. C'est promis. Très Merci. bien. Merci. Impossible de venir chiner dans la région sans s'arrêter devant les marais salants de Guérande. Ils sont à peine une cinquantaine de kilomètres d'ici et vous allez voir, ils ont largement inspiré notre collectionneur de la semaine. Jean-Michel s'est pris en effet de passion pour les salières et les poivrières. Ça a commencé il y a 10 ans. Il est tombé en arrêt devant un couple de petites poules. Depuis, il n'a cessé de les collectionner. Il en possède plus de 1000 modèles. Une collection qui ne manque pas de sel. Au sud de la Bretagne, sur la presqu'île de Guérande, on récolte le sel depuis 2000 ans. Une denrée qui a toujours tenu une place centrale dans la vie des hommes. Et pour ses apparitions à table, on lui a trouvé un contenant sujet à toutes les fantaisies, la salière. Ces salières, Jean-Michel en a fait sa passion depuis une dizaine d'années. Pas un dimanche où il ne court les brocantes à la recherche de la perle rare qui viendra enrichir sa collection. Bonjour. Ce matin, c'est dans la brocante de Jean-Luc, l'une de ses bonnes adresses, qu'il espère faire de nouvelles trouvailles. Voilà, je t'ai fait une belle sélection. Hein. Alors celles-ci, elles sont marrantes parce que c'est fin 18e, début 19e. Oui. Faïence auxerroise, c'est des décors un peu simples, oui, petites fleurs, très naïves, hein, avec des couleurs un peu pastel. Celle-ci, c'est beaucoup plus rare parce que c'est une double et ça se faisait très peu en double. Hein. C'est le poivre. Ces salières ont beau être anciennes et rares, elles demeurent en faïence. Et ce que Jean-Michel collectionne, lui, ce sont les modèles en verre ou en cristal. J'ai trouvé ce petit modèle qui est sur pied-douche, en verre taillé, 1930. Pied-douche, c'est le fait que ça soit séparé du contenant. Donc, il y a ce modèle-là, qui est un peu plus commun, qui est des années 30 aussi, parce qu'il est en verre taillé, avec une forme un peu sympathique. Elles sont très belles, hein. Puis je pense pas les avoir dans ma collection, tu vois, alors... Cette fois, on dirait bien que Jean-Luc a fait mouche. Ces deux salières-là m'intéresseraient. À combien que tu me les ferais? Je vois, elles sont 25 et 15. Je peux te faire ça 30 € les deux. Eh bien, c'est d'accord. Affaire conclue. Retour chez lui, à quelques kilomètres de là. Bon, ben Martine, viens voir les achats que j'ai fait à la brocante. Ah, tu as trouvé? Voilà ce que j'ai acheté. Je pense que je ne les ai pas. Il faut voir au nettoyage. Bon, il y a un petit nettoyage à faire, mais bon. Bon, bah c'est bien sympa, une chine fructueuse. T'es content de toi? Si Jean-Michel s'empresse toujours de montrer ses trouvailles à Martine, c'est parce que sa passion est un peu devenue la sienne aussi. Voilà la première vitrine de Jean-Michel, c'est là que sa collection a commencé. Il m'a un petit peu inoculé le virus depuis, alors évidemment je m'y suis mise aussi. Et l'histoire a débuté avec un coup de cœur pour cette salière bleue. Là, sa première salière, c'était une poule, d'ailleurs qu'il a achetée abîmée. Oui, tu te rappelles celle-ci? Oui, on l'avait trouvée à la brocante à Champs. Je suis passé par hasard. J'ai vu cette salière poivrière qui était très jolie, une très belle couleur. Donc j'ai flashé dessus. Et puis bon, la dame ne la faisait pas trop cher. Bon, ça faisait 5 francs, quoi. En gros, à ce moment-là, c'était en francs, quoi. Avec cette poule bleue, Jean-Michel a mis le doigt dans l'engrenage. Aujourd'hui, il possède près de 1000 salières. C'est le collectionneur compulsif, hein, et puis il en faut toujours en plus, toujours des nouvelles. Alors c'est pour ça que d'ailleurs les dimanches matins, généralement, je le vois très peu. C'est sa passion. Mais je ne suis ni chasseur ni pêcheur, donc j'ai ce défaut-là. Je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, et puis que je me prendrais au jeu aussi. Si Jean-Michel achète, Martine, elle, range et classe, par époque et par thématique. Et dans la catégorie des animaux, vous allez le voir, la petite poule bleue des débuts n'est plus toute seule. C'est un attelage mais qui est complètement articulé, c'est assez sympa. La salière est, bon, c'est pareil, bon, il y a bien 2 salières poivrières de chaque côté.
Là, par contre, ce sont les cygnes qui ont la particularité d'avoir les ailes articulées pour servir le sel et le poivre. Dans la collection, qui s'étale du XVIIIe siècle à nos jours, les prix varient, de quelques euros à plusieurs centaines, pour les formes et les matières les plus sophistiquées. Alors bon, les salières les plus courantes sont de toute façon d'un seul tenant. Sinon, après, on trouve aussi ce qu'on appelle des saleronds. Donc, elles sont toujours par deux. D'ailleurs, bon, celle-ci, pareil, à chaque fois, c'est souvent cristal, argent massif. Celle-ci, par exemple, argent massif certifié. Mais alors, dans le cas de belles pièces comme celle-là, il a intérêt à trouver les deux. Hein. Sinon, on ne peut jamais racheter la deuxième. Ça, c'est impossible. C'était des pièces qui appartenaient à des familles bourgeoises, des gens qui avaient de l'argent. Si les paires de saleronds sont difficiles à trouver, il est encore plus rare de retrouver la cuillère pour servir le sel. On sait très bien que de toute façon, il y a eu des petites cuillères dans toutes les salières poivrières. C'est très dur à trouver. Soit elles ont été perdues, soit elles ont été cassées, soit le sel les a abîmées. Au Moyen-Âge, l'emplacement des salières sur la table marquait les places d'honneur. Chez Jean-Michel et Martine, rien de tout cela. Les salières restent en vitrine, même pour les grandes occasions. On ne les sort pas pour les dîners, jamais sur table. D'ailleurs, un jour, un ami nous en a offert parce qu'il trouvait bizarre de ne pas voir de salière poivrière sur table à la maison. Mais toutes ces pièces de la collection, non, ne viennent jamais sur la table au cours d'un repas, quel qu'il soit. Et si Martine se plaint parfois que la collection prend trop de place, elle au moins sait toujours quoi offrir à son mari. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. Je voudrais vous faire découvrir maintenant des assiettes, des couverts et des plateaux repas. De quoi suis-je donc en train de parler? Des services de table d'une époque pas si lointaine que ça, celle du célèbre avion le Concorde. Daniel est un des rares brocanteurs en France à traquer tout ce qui a pu voler sur ce premier avion civil supersonique. Et il est ici, vous allez adorer, suivez-moi. Fly me to the moon. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Let me see what spring is like on Jupiter. Qu'est-ce que ça représente pour vous le Concorde? C'est assez mythique, non? C'est le dernier grand mythe, peut-être. Après le Normandie, après le France, il y a eu Concorde. Et là, on a fait appel à tous les grands designers en France, comme Raymond Loewy, comme André Putman. Et vraiment, on a offert les services des plus grands noms. Voilà, on a renvoyé vraiment l'image d'un savoir-faire et d'un savoir-vivre. Il n'y a que deux compagnies qui ont exploité le Concorde, Air France et British Airways. Donc là, on va découvrir deux styles d'art de vivre différents, donc le français et l'anglais. Tout à fait. On commence par le français? On commence par le français. Alors ici à gauche, nous avons le grand designer Raymond Loewy qui va refaire les cabines. Et donc c'est lui qui a dessiné ces couverts-là. Voilà. Elles sont amusantes ces petites fourchettes. Elles ont une forme pas très pratique si je peux me permettre quand même. Hein. Oui, les gens trouvaient ça pas très pratique, mais aujourd'hui, disons, le design fait l'unanimité. Ça, c'est les couteaux à bois arrondi. Elles ont du style quand même. Et on avait donc aussi une petite cuillère. Il y avait des plateaux divisés ou non divisés. Alors ça a été fait par Reynaud à Limoges, en porcelaine. Et alors il y en a une là où je vois une signature. Oui. Concorde, un appétit de supersonique et une soif d'aventure. Voilà. Et c'est signé, là j'arrive pas à lire. Édouard Chemel, qui était le pilote du Concorde présidentiel de François Mitterrand. Ah, c'était le pilote exclusif de François Mitterrand sur le Concorde? Voilà. Qui vous achète ces petits plateaux? Ce sont des collectionneurs ou voilà, simplement... des collectionneurs. Et je dois dire que j'ai une liste d'attente là-dessus. La période Loewy, c'est la période la plus recherchée dans le Concorde français. Et après, on passe donc en 93 à André Putman, qui va donc faire des assiettes en porcelaine avec le C bleu du Concorde très caractéristique. Ah. Est-ce que dans les pièces du service de table de Air France, il y en a une assez étonnante, particulière? Oui, ce sont les sels et les poivres de Putman. Voilà. Voilà, non mais vous voyez, c'est des pièces très très recherchées qui se chargent par en dessous, vous voyez, et qui forment un petit cube. Un petit carré. Un petit carré. Sel et 60 €, ça plairait beaucoup à notre collectionneur de salières et de poivrières. C'est très recherché. Et là, je dois dire qu'à chaque fois, j'ai un coup de cœur quand j'arrive à en trouver une paire. Oui, parce que ça doit se perdre facilement quand même. Oui, voilà.
Alors, passons à British Airways. Est-ce qu'eux oui. ont fait, comme Air France, est-ce qu'ils ont fait aussi appel à des grands designers? Oui, ils ont fait appel à des grands designers comme Arthur Price à Sheffield, qui vont concevoir ces couverts-là, vous voyez, striés, très 50. Très 50 et qui dénotent de tout ce qui s'était fait auparavant. Alors, à noter que l'on trouve des variantes et que le collectionneur, là, lui, va faire attention à une chose. Soit que le couvert ne porte aucune mention, soit qu'il ait la couronne ici, ou le fin du fin, c'est quand il y a la couronne à l'intérieur d'un C, qui est le C du Concorde. Oh, c'est amusant, ça. Le tout départ était quand même le C avec la couronne, qu'on va retrouver, par exemple, les verres qui sont en cristal, d'une rareté absolue. Ah, ils sont très, très cristal. jolis. Dites-moi, du cristal dans un avion supersonique, ils aimaient prendre des risques, non? Les Anglais prennent toujours des risques. La vaisselle qui va avec ça, de Royal Doulton, qui va avec ses couverts, ce sont, par exemple, cette assiette, et on a une frise de Concorde nez baissé. Ah, mais oui, j'avais pas remarqué au premier coup d'œil. C'est très, comme on dit aujourd'hui, collector. Il y a eu un autre grand designer, je crois, qui a travaillé avec British Airways. Oui, Terence Conrad. Alors lui, il y a une réforme radicale. Il va supprimer l'argenterie sur les couverts, on passe à l'inox, avec des formes très aérodynamiques et qui rappellent l'avion, en fait. Tout à fait. Et il va introduire 10 éléments en porcelaine de Royal Doulton, 10 éléments possibles. Mais là, le bleu donc du fameux Concorde disparaît. Voilà, porcelaine blanche, un peu plus en l'air du temps. Et pour finir, disons, on peut quand même aborder l'histoire des cadeaux, c'est-à-dire à titre de bienvenue. Vous voyez, alors, par exemple. À quoi on avait droit? Alors, par exemple, là, pour un peu les VIP, là, une flasque comme ça de Chris Middleton, qui a eu le Grand Prix de design. Voilà son bouchon ici. La flasque, aujourd'hui, se trouve au MoMA à New York. Celle-là. C'est magnifique. Bah, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est la première fois que je vois ça. J'ai l'impression là d'avoir fait un vol en Concorde. Merci. Bonne journée. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Je vous propose de recommencer à jouer avec l'objet mystère. Tout à l'heure, les chineurs d'ici se sont pas mal débrouillés. Ils s'approchaient de la solution en parlant d'objets de toilette. Alors du coup, je ne vais pas vous donner d'indices supplémentaires. Je pense que ce serait bien trop facile. On y retourne? Alors, regardez bien. Il y a une forme là, particulière qui avait un usage... Je pense que ce serait pour mettre autour du cou. Soit pour un barbier, par exemple. Comment vous savez ça? Comme ça. Vous en êtes déjà servi? Pourquoi pas, avec un vieux rasoir, non? C'est ça? Hein? Vous êtes de la région? Oui. Ah, c'est peut-être pour ça que vous l'avez déjà vu. Un bol à barbe. Ah, un bol à barbe, vous dites. Bravo. À la barbe, oui. Ah, c'est très courant ici. Alors visiblement, cet objet est moins mystérieux que je ne le croyais. Les Nantais, eux, ont l'air de très bien savoir de quoi il s'agit. Oui, c'est un plat à barbe. Moi, je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'en voyais un. Et je vous propose d'aller retrouver la personne qui me l'a prêté. C'est Liliane. Elle adore l'émission. Elle n'est pas brocanteuse, mais elle est chineuse, invétérée. Elle me l'a prêté. Elle va pouvoir nous en dire plus sur cet objet. Me revoilà. Ah, alors? Alors, ça a été un succès, les Nantais savent tous ce que c'est. C'est un plat de la région. Hein. C'est un plat de la région, c'est oui. ça. Alors, expliquez-moi exactement à quoi ça ne sert pas à raser. Non. Comment ça fonctionne? Non. Alors, on mettait un morceau de savon. Vous savez, le savon de Marseille, là. Et puis, de l'eau tiède. On brassait bien pour faire mousser, de manière à ce qu'on obtienne un soluté qui permette d'approcher du cou. Et la barbe, donc, reposait comme ça dans le plat? La barbe reposait dans le plat. Et puis, voilà. Ça servait à laver, en fait. On lavait la barbe. Moi, ce plat, il était dans la famille. Et c'était une famille où il y avait énormément... Enfin, où tous les hommes, je dirais, étaient barbus et chevelus. Et alors, est-ce que le même objet servait à toute la famille ou chacun avait son plat à barbe? Alors, je crois que le même objet servait à toute la famille. Hein. C'était même étonnant qu'il y ait un plat à barbe dans une famille, parce qu'en général, c'était des objets professionnels. Ah, d'accord. Et alors, ça c'était d'origine? On l'accrochait dans la salle de bain? Oui, c'est bien d'origine, parce qu'on voit les trous faits en même temps que le plat a été tourné sur le métier du potier. À votre avis, il vaut combien aujourd'hui ce plat?
je dirais 40, 60 euros, celui-là. Celui-ci, il a une valeur sentimentale importante pour vous, j'imagine. Oui. Alors, je vous remercie d'autant plus de me l'avoir prêté, Liliane. Je vous en prie. Je vous le rends. Merci. Au revoir, bonne chance. Merci. Est-ce que vous avez déjà vu des professionnels en train de chiner? Ils arrivent les premiers, ils vont vite et on peut dire qu'ils ont du flair. Alors si vous aussi, vous voulez apprendre à dénicher les meilleures affaires et à les négocier au meilleur prix, Jour de Brocante vous propose chaque semaine de suivre un professionnel. Aujourd'hui, c'est Olivier que nous suivons sur ces terrains de Chine, juste à côté, dans le Maine-et-Loire. Entre Angers et Saumur, une cité vieille de 10 siècles. Nous sommes à Beaufort-en-Vallée, dans le Maine-et-Loire. Olivier Janet est brocanteur. Chaque semaine, il sillonne les routes de la région à la recherche de la perle rare. Le Maine-et-Loire est assez riche de par son histoire, la vallée de la Loire, les châteaux de la Loire, donc du coup, c'est un endroit que j'aime beaucoup pour chiner. Ici, il y a de très belles maisons avec des greniers qui n'ont pas encore été découverts et dans lesquels on peut effectivement trouver de nombreux objets très intéressants. Je vous emmène à une brocante où je vais très régulièrement. Aujourd'hui, c'est jour d'arrivage, donc c'est le bon moment et j'espère vraiment faire de belles découvertes et de très bonnes affaires. Je croise les doigts. Arrivé à la brocante, Olivier découvre qu'il n'est pas seul. Salut les gars! Une poignée de marchands fidèles au rendez-vous patiente déjà. De son côté, Stéphane, le propriétaire des lieux, met en place son tout dernier arrivage. J'amène ma marchandise, je la dépose, brute de pommes, sortie du camion et du grenier que je viens de faire ce matin. J'ouvre le rideau et je laisse les marchands choisir leur marchandise eux-mêmes. Pour le moment, il n'y a pas de prix. Le prix, c'est après. C'est parti. Les portes ouvrent à midi, les chineurs se précipitent. Chasse au trésor. Bonjour. Salut Max. Et dans ces cas-là, voici le premier conseil d'Olivier. L'idée, c'est quand même d'être très rapide, d'avoir un peu l'œil, beaucoup de chance et puis un peu d'instinct, quoi. Génial ce vélo là, super, génial. Son instinct le conduit jusqu'à ce vélo ancien. Bon vélo, vintage, comme on aime. J'ai l'impression que ça, c'est un bon petit truc. A-t-il eu la main heureuse? Là, je vois un peu mieux déjà ce qui se passe là. Il est vraiment beau ce vélo là. On a l'impression que c'est un vélo des années 40-50. Ces petites sacoches là, c'est quand même extraordinaire. C'est pur jus, ça, c'est mignon comme tout. C'est particulièrement à la mode aujourd'hui, tout ce qui est vintage. Et avec le vintage, ce qui est important, c'est que l'objet soit resté dans son état d'origine. Les phares, c'est quand même des objets fragiles, donc qui s'abîmaient facilement. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait un phare d'origine. La petite sonnette, évidemment, alors est-ce qu'elle fonctionne? Elle est sans doute un peu grippée. Ah, elle fonctionne un peu quand même. C'est génial ce petit son. C'est un beau vélo qui mérite de s'y intéresser, de s'y attarder, et pourquoi pas de le restaurer. On part sur une très bonne base, et voilà, je pense qu'il y a peut-être une bonne affaire à faire avec ce vélo. Moi, je suis prêt à acheter ce vélo entre 100 et 150 euros. Conseil de brocanteur. Quand le prix d'un objet n'est pas encore déterminé, pour faciliter les négociations, soyez le premier à faire une offre la plus basse possible. 100 euros. Non, 130. 120 et c'est fait. Allez, c'est fait. On fait comme ça. On n'en parle plus. Allez, il est à moi. Je vais me promener. Parmi les objets fraîchement arrivés, Olivier tombe sur 7 albums de photos anciennes. C'est un pur bonheur de voir ces photos de l'époque, là. Cette pose-là est géniale. Ce genre d'album, ça peut plaire, effectivement, parce qu'il y a un vrai marché aujourd'hui sur la photo ancienne. C'est une vraie nostalgie. On a un petit peu de tout. Là, c'est une photo de fanfare. Là, on a une grosse voiture avec une belle maison. C'est le château de Chambord, donc on est vraiment... c'est un album photo de la région. Puis c'est très rigolo parce que c'est les photos de vacances. Malheureusement, ces photos ne sont pas assez anciennes pour intéresser notre brocanteur. Je ne crois pas qu'il y ait une grande valeur marchande. Mais pour des chineurs qui s'intéressent à la photographie, c'est vraiment très sympa. Bon, voilà, après, 20 euros, il y a une vingtaine de photos. C'est une belle affaire. Voilà. Les photos sont propres et c'est un témoignage de l'histoire et ça, c'est bien. La brocante regorge de milliers d'autres objets. Les greniers des belles demeures de la région offrent parfois de jolies surprises. Ça, c'est intéressant.
Cloche à melon, fin 19e, en verre. Cette cloche à melon a été utilisée dans les grandes propriétés qui avaient des potagers avec des jardiniers, donc pour accélérer la croissance des légumes et notamment des melons. Il pouvait y en avoir plein comme ça dans les jardins. Imaginez-les tout alignées les unes à côté des autres là. Ce qui fait le charme de ces cloches, c'est qu'à l'époque, elles étaient produites de façon complètement artisanale. Évidemment, c'est fait à la bouche, c'est fait à la main, c'est travaillé à la pince. Elle est tout sauf régulière, ce qui d'ailleurs lui donne un charme fou. Elle est bullée, etc. Et puis on a ici cette prise là qui est rigolote puisque c'était la fin du travail du verrier qui coupait au ciseau la matière de verre. Et cette partie-là n'a pas été polie. C'est super joli, ça j'adore. Ce genre d'objet n'a de valeur que s'il est en parfait état. Olivier a une astuce pour en avoir le cœur net. Voilà, la faire sonner, et là on s'aperçoit qu'elle a un joli bruit, un joli son. Voilà, elle est en très bel état. Donc ce genre d'objet peut se vendre entre 100 et 150 € aujourd'hui sur le marché. Olivier continue son tour avant de proposer un prix global aux brocanteurs, car ici, tous les prix ne sont pas affichés. Amateur d'objets authentiques, le brocanteur a ses spécialités. Ah, du fer forgé, ça c'est mon domaine, j'aime bien ça. Ah, ça c'est vraiment bien. Et c'est lourd, évidemment. Il s'agit d'une paire de landiers, une sorte de grand chenet. Voilà, on met ça dans une cheminée, évidemment, hein, c'est comme des chenets, on mettait les bûches en travers, voilà, et puis on pouvait aussi cuisiner, etc. dans la cheminée. Mais attention, ces landiers sont bien particuliers. Ces landiers s'appellent des landiers donc dits têtes de bélier. Cette forme-là, on dirait les cornes du bélier. Parfois, ils peuvent être simples, et là, ils sont décorés ici avec ces espèces d'arêtes, dit arêtes de poisson. Des éléments qui permettent à Olivier Janet de les dater clairement. En l'occurrence, cette paire de landiers tête de bélier est typique d'un travail français du XVIe. Très belle trouvaille. En plus, outre le fait qu'ils sont anciens et rares, ils ont aussi l'intérêt d'être en très très bel état. On peut tout de suite les mettre dans la cheminée, on peut s'en servir, il n'y a pas de restauration à faire. Moi j'achète ça 300-400 €. Et si le brocanteur est prêt à mettre un tel prix, c'est qu'il espère en tirer le double. On emmène ça là-bas, on va essayer de chiner le prix. C'est le moment de la négociation. Olivier va essayer d'obtenir un meilleur prix en achetant un lot. Ouais, un petit lot qui m'intéresse un peu là. Les landiers, la cloche, sale la cloche. Oui. Poussiéreuse. Oui. Bon, voilà. Bien dans son jus. Ouais. Combien tu fais les landiers là? Écoute, ça faut 300. Ouais. La cloche 150. 400 le lot. Allez. 420 Olivier. Bon allez, 401 si tu veux, basta. Super, Ah, merci Stéphane. Allez, je te prends ça. Soit une petite remise de 30 € par rapport à ses prévisions. Les prix du jour sont des prix très raisonnables pour les objets achetés, je suis très content. C'est une belle affaire. On va emmener ça. Notre professionnel reviendra à coup sûr la semaine prochaine pour découvrir le nouvel arrivage. Si vous passez par Nantes, voici un lieu qui fait la fierté de la ville, le passage Pommeraye, inauguré en 1843. C'est l'un des plus beaux passages couverts d'Europe, avec sa verrière et ses 3 niveaux répartis autour d'un escalier monumental. C'est simple, les Nantais adorent venir y flâner. Je vous emmène maintenant dans le centre de Nantes à la rencontre d'une chineuse passionnée qui collectionne les cartes postales anciennes. Vous savez, ces incontournables de la brocante qui ont 1000 histoires à nous raconter sur ce qu'était la ville il y a plus d'un siècle. C'est Anne-Françoise et je la retrouve tout de suite. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Moi, je suis ravie d'être à Nantes. Et alors, je vais commencer avec une question. J'ai entendu dire que Nantes, on l'appelait la Venise de l'Ouest. Mais je ne savais pas du tout. Et si, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, Nantes était baignée d'eau. Il y avait la Loire, il y avait l'Erdre qui passait. Donc la Loire passait exactement ici. Montrez-moi ça alors. Alors, voilà, la première carte. Donc là, on se situe à peu près sur le pont qu'on voit ici. Ça, c'est ici? Enfin, voilà. C'est impressionnant. Alors, donc vous avez ce bâtiment qu'on voit
Ah, mais oui, c'est exactement le même. Qui existe encore. Et là, on est en quelle année sur cette carte? Alors, on est autour du début du siècle dernier, 1904. Je repère le clocher aussi. Saint-Nicolas, qui est là. Et donc, on a gardé à peu près les bâtiments anciens de l'époque. Par contre, il y a, voilà. Ah, c'est impressionnant, donc. L'Erdre repassait sur ce cours des 50 Donc là, on est sur ce qui était un quai, qu'on voit ici. Oui, je pense qu'on est dans l'eau. Ah, on est dans l'eau. C'est ça, on est dans l'eau. C'était très très joli. C'était très joli. Donc, d'où la Venise de l'Ouest, parce que vous aviez sur le cours des 50 otages à peu près 7-8 ponts. Donc, mais c'est ça, on les distingue là. J'en vois voilà. 1, 2, 3. Il y avait une écluse. Il y avait 4 ponts là face à nous. Vous voyez les péniches qui allaient après. Oui, donc on circulait dans Nantes en barque et en péniche. Alors, il y avait une grosse activité batelière, il y avait beaucoup de tanneries. À quel moment on a décidé de le combler? C'est à peu près, les travaux ont dû commencer, je pense, dans les années 25-26, quelque chose comme ça. Pourquoi on a décidé Alors, de combler? pourquoi? Parce que la circulation devenait un petit peu dangereuse et tout ça. Après, il y avait aussi le développement des trains, des voitures, et on voit bien actuellement que ça circule beaucoup. Et à l'époque, ça circulait énormément, et il y avait aussi des inondations, parce qu'il y en a eu une... En 1910, il y a eu de en 1904 d'abord, en 1904. 1910, et puis après en 1936, donc il fallait faire quelque chose. C'était bien inondé. C'était inondé. Au point qu'on recrée des petits quais artificiels en bois. Quand on voit ces images, on voit effectivement, c'est impressionnant la largeur de l'Erdre. J'imagine la Loire, là, juste derrière nous. Oui. Ça a dû prendre des années à combler. Oui, c'était 20 ans de travaux. 20 ans. Mais vu au regard de ce qu'il y avait à faire, c'était assez énorme, quoi. Je comprends mieux qu'on parle de la Venise de l'Ouest. Maintenant, je saurais. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Au revoir. Au revoir. De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Nous poursuivons notre exploration de la ville de Nantes en allant découvrir, comme chaque semaine, un gîte ou une maison d'hôte entièrement meublée brocante. Et pour celle que nous allons visiter aujourd'hui, il est important de se souvenir que Nantes est la ville de Jules Verne. Il y est né, il y a grandi, il s'en est beaucoup inspiré pour l'ensemble de son œuvre. Et justement, Yann et Elisabeth reçoivent leurs hôtes dans 2 appartements entièrement dédiés à l'écrivain. C'est parti pour un voyage extraordinaire. S'il est un personnage qui a marqué la ville de Nantes, c'est certainement Jules Verne. Né dans la ville portuaire en 1828, l'écrivain aux plus de 60 ouvrages n'a jamais cessé de s'inspirer de sa ville d'origine dans ses romans. Une affection que les Nantais lui rendent bien, car il n'y a qu'à Nantes, au détour d'une rue, que l'on peut tomber nez à nez avec des créatures sorties tout droit de ses récits de science-fiction. Yann Falquero, c'est